Bienvenue dans le podcast The Jeps. Ici, on parle entrepreneuriat, on parle expatriation et on parle investissement. Et aujourd'hui, on va de façon spécifique parler entrepreneuriat, on va parler du domaine des affaires, on va parler de création de société. C'est pas pour complexifier les choses, mais pour essayer au contraire de décanter, de comprendre si demain je veux mener un projet en Tunisie en tant que TRE ou bien en tant que porteur de projet. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi je dois m'attendre? Et pour cela, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Maître Adem Moklani. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un avocat qui est spécialisé en droit des affaires. Et avec lui, on va essayer justement de décortiquer et de comprendre les enjeux sur l'investissement en Tunisie. Il a une vision qui est spécifique, que ce soit sur les contrats, que ce soit sur les statuts, que ce soit sur les problématiques ou bien même les réussites. Et on va essayer ensemble de comprendre tout ça. Mais juste avant qu'on commence, on va essayer de faire un petit jeu, un vrai-faux, si vous permettez, Maître Mokrani. J'ai posé quelques questions Oui, et face à la caméra, vous allez essayer de me dire si c'est vrai ou faux. d'accord. Créer une société en Tunisie, c'est un vrai parcours du combattant. Oui. Oui, Oui. plutôt vrai. Oui, c'est plutôt vrai. De C'est toute manière, difficile. c'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt les rapports de Doing Business. Donc, sinon, toutes les évaluations, sinon tous les rapports qui ont porté sur l'écosystème de l'entrepreneuriat en Tunisie ont bien souligné que la création, bien la constitution d'une société en Tunisie, c'est un parcours de combattant. Mais après, puisqu'il y a une sorte de panoplie on a plusieurs acteurs qui interviennent. De toute manière, il y a un guichet unique, c'est au niveau du ministère de l'Industrie, c'est l'Agence de la promotion de l'industrie et de l'innovation. À ce stade-là, donc, c'est simple, c'est assez simple. Donc, voilà. L'API, c'est ça. Ce qu'on appelle Exactement, l'API. c'est l'API, il y a une déclaration et tout, et eux, ils s'en chargent. Mais disons, tout dépend de la nature du projet. S'il s'agit d'une activité réglementée, là, c'est un vrai parcours de combattant. Après, parfois, c'est la galère au niveau du ministère des Finances. Tout dépendra de quelle direction au niveau du ministère des Finances. Parfois, ça bloque au niveau des recettes, des bureaux de contrôle voilà, pour avoir la patente et tout, etc. Donc après s'il y a des cahiers de charges, bien s'il s'agit d'une société anonyme, bien s'il s'agit... Tout dépendra. Ouais, S'il tout y a des dépend cahiers... Donc, mais d'une manière générale, au niveau de l'API, au niveau du guichet unique, c'est assez simple. Mais j'ai eu des cas de clients, bien de sociétés, que c'était assez simple au niveau du ministère de l'Industrie, mais par contre... Après, c'était un vrai parcours de combattant et on essaie, disons, balancer. Mais de toute manière, c'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt les évaluations internationales. les rapports internationaux qui disent ça. Voilà, Ok. exactement. On continue. Est-ce qu'un entrepreneur étranger ou bien un Tunisien résident à l'étranger, il est moins protégé qu'un résident local tunisien? Disons, c'est du faux, il est plutôt plus protégé qu'un local, Qu'un qu'un local. résident. Puisque de toute manière, on ne distingue pas entre... ce qui importe pour nous en tant qu'avocat et en tant que juriste, d'une manière générale, c'est la qualité en tant que résident, non-résident, excepté les secteurs où on a besoin d'une structuration capitalistique majoritairement tunisienne, mais bon, c'est peu de secteurs. Donc, Il y a des généralement, secteurs. exactement. De toute manière, on n'est pas dans des juridictions assez protectionnistes. Par exemple, en Algérie, il y a des secteurs stratégiques, mais par contre, en Tunisie, les secteurs de la distribution, là, c'est là où on exige que le capital soit majoritairement Détenus par des Tunisiens. exactement détenu par des Tunisiens. Mais là, quand on parle de non-résidents, soit des TRE, sinon des étrangers d'une manière générale, là, par exemple, si on parle d'étrangers, ils sont plus protégés car il y a la protection de leur pays donc D'accord. d'origine, puisque, par exemple, s'il y a un entrepreneur français, allemand, la Tunisie, elle a des traités bilatéraux d'investissement avec la France, avec l'Allemagne, avec Pas mal plusieurs de pays. Et là, donc au niveau de la constitution, dès que l'investissement est établi en Tunisie, là on parle de la notion d'investissement. Donc dès que l'investissement il est établi en Tunisie, donc il est protégé par le traité bilatéral d'investissement. Et c'est là où on a une sorte d'articulation entre le contrat de droit tunisien et avec l'articulation avec le traité international. Donc il est plutôt plus protégé Plus car protégé. il y a pas mal d'investissements qui sont protégés par l'arbitrage international. Donc, oui, je dirais que l'étranger, d'une manière générale, bien le non-résident, il est plus protégé qu'un résident, qu'un Tunisien. Par contre, pour le TRE, tout dépendra de la situation. Si le TRE crée ou bien constitue une société en Tunisie et intègre le capital social étant personne physique, donc il est traité
comme un Tunisien, excepté pour la qualité de la société, si elle est résidente ou bien non résidente. Mais par contre, s'il intègre le capital de la structure, bien de la société tunisienne avec une autre société de droit français, bien de droit allemand, ou bien peu importe, là, il est traité comme un étranger. Ce qui compte pour nous, c'est la personne morale avec laquelle il a créé son entreprise en Tunisie. Donc, en fait, c'est un peu mitigé, quoi. Okay. Merci pour ces éclaircissements. Ouais. Les statuts d'entreprise sont une formalité et ce n'est pas un vrai risque juridique. Faux. Donc, de toute manière, le document le plus important pour la vie d'une société sont les statuts. Après, on a le pacte d'associés, sinon le pacte d'actionnaires, tout dépendra de la forme sociale de l'entreprise, ou bien de la société. Mais d'une manière générale, c'est le document le plus important. Hein, sont les fondations d'une société. Okay. Donc, on ne peut pas se baser sur ChatGPT, lui dire non, de faire des statuts et on croit être propriétaire d'une boîte, quoi. L'État, donc, il est réglementé, il est régi par la Constitution. Donc, la constitution d'une société sont les statuts. Tout est réglementé au niveau des statuts, les pouvoirs, le capital social, la durée de la société, donc les compétences, les organes sociaux, le partage des mandats, l'augmentation du capital. Voilà, donc la tenue des assemblées générales, donc les commissaires aux comptes et tout. Donc voilà. Tout est défini au niveau. C'est les fondations même d'une Exactement, boîte, ce sont les fondations d'une société. Ils sont complétés par les pactes d'associés, sinon les pactes d'actionnaires. Donc c'est le document le plus important au moment de la discussion, bien au moment de la constitution et la création d'une société. Okay. Une dernière question ou avant-dernière question. En Tunisie, les règles changent trop vite. C'est ça souvent le plus gros frein. Oui. La Tunisie, c'est un pays où on a une instabilité fiscale, hein, notamment en matière fiscale. Donc, c'est un pays assez instable à un certain moment. Entre 2011 et en 2019-2020, on avait presque 2 lois de finances. Par an? Oui, par an. On avait 2 lois de finances par an. Oui, la LF et la LFCE, la loi de finances complémentaire. Donc, c'était très imprévisible. À un certain moment, on imposait de la parafiscalité, des contributions sociales et solidaires aux entreprises que les sociétés étrangères n'arrivaient pas à qualifier. À un certain moment, on ne respectait pas les obligations en matière de stabilité juridique, notamment pour les grands investissements, bien ce qu'on appelle les investissements structurants protégés par les clauses de stabilité fiscale, les clauses de stabilité juridique. C'est une juridiction assez instable en matière fiscale. D'ailleurs, je travaillais avec un cabinet français. On travaillait sur la Tunisie. On cherchait toujours les recueils, sinon les revues fiscales, car c'est un pays assez instable. En plus, ce qui fait foi, c'est la doctrine administrative en Tunisie. Okay. Donc, on a la loi de finances, mais par contre... comment elle s'applique ou comment exactement. La manière avec laquelle la loi de finances elle est appliquée, elle n'est pas définie au niveau du texte législatif tel qu'approuvé, tel que voté au niveau du Parlement, mais c'est plutôt, elle est définie par l'interprétation administrative par la suite. Donc, une loi de finances, elle n'est appliquée, elle n'entre en vigueur qu'à partir de la publication ce qu'on appelle les notes communes. C'est la doctrine administrative. Et voilà, donc d'une manière générale, ça prend un peu de temps, donc ça traîne parfois hein, pour certains articles. Parfois, il y a des articles qui sont votés sur initiative des parlementaires, des députés. L'administration fiscale elle désapprouve et donc ça prend parfois quelques mois. Parfois, ils ne sont pas publiés les textes, donc ça montre la réticence du ministère des Finances. Et dès que j'ai eu affaire à des cas où des confrères étrangers m'ont posé des questions sur la portée de la doctrine administrative en Tunisie, les notes communes, parfois les notes communes sont en contradiction avec le texte. Ça, c'est compliqué pour quelqu'un qui se dit, je sais pas, j'avais des affaires en France, en Allemagne, en tout cas en Europe. Je vais essayer, pour des raisons personnelles ou professionnelles, de m'établir en Afrique et je choisis par exemple la Tunisie. C'est compliqué pour lui d'entendre ce que vous dites, à savoir que la réalité telle qu'il observe fiscalement, ou en tout cas la théorie fiscale, ça reste, je ne vais pas dire une théorie, mais c'est-à-dire elle s'applique en fonction de la compréhension même des administrations derrière. C'est un gap qui crée de l'appréhension, ça. Oui, absolument. De toutes les manières, en Tunisie, il faut être bien accompagné. Hein. Donc, les recherches sur Google, sinon, les simples recherches sur ChatGPT, non, ça ne marche pas. Ça ne donne pas un résultat efficace. Ouais. Mais il faut bien mener, je ne dirais pas la due deal, mais il faut bien se renseigner et parfois, il faut demander plusieurs avis d'avocats fiscalistes, de conseillers fiscaux, d'experts comptables et tout, même parfois des accompagnateurs. Et pour comprendre plus ou moins les enjeux, il y a des situations où il faut s'adresser à plusieurs administrations, plusieurs directions générales au sein du même ministère. Hein. J'ai des dossiers où, à un certain moment en Tunisie, on comprend donc à un certain moment en Tunisie, on comprend comment les administrations, mais comment le ministère fonctionne. Hein. Parfois, c'est un ensemble d'îlots.
Donc, ils ne sont pas interconnectés. Par exemple, au niveau du ministère des Finances, l'organe ou bien la direction générale qui implémente, c'est la direction générale des impôts. C'est donc les bureaux de contrôle et plutôt les recettes des finances relèvent de cette direction générale. Par contre, le cerveau de ce ministère, c'est plutôt la direction générale, c'est la DGELF, la direction générale des études de législation fiscale. C'est la direction qui rédige la loi de finances, qui rassemble tous les avis et toutes les propositions des différents intervenants, des différents acteurs. Donc, la GELF, par exemple, elle est assez réactive, elle est assez souple en matière d'interprétation. D'ailleurs, généralement, en tant qu'avocat, on s'adresse, ou bien plutôt les acteurs économiques s'adressent à cette direction générale pour ce qu'on appelle les questionnements, pour les prises de position de la part du ministère des Finances. Par contre, au niveau de la DGI, non, c'est un peu compliqué. Parfois, on s'adresse aux deux directions générales simultanément. Il faut croiser parfois les avis. Informations. Exactement. Donc, faire un vrai travail d'investigation, en fait, pour avoir une information qui soit sourcée, fiable, et en espérant qu'elle ne change pas entre-temps. De toute manière, le ministère même en France, mais généralement, les ministères de l'économie, puisque là, en France, on a Bercy, mais le ministère des Finances, généralement, c'est le temple de l'orthodoxie administrative. Donc, il faut bien se renseigner. Et généralement, il faut bien comprendre les dynamiques locales et les dynamiques administratives et bureaucratiques, donc les notes communes, la doctrine administrative. Donc pour un juriste, pour un avocat, c'est la pyramide Kelsen qui prime. Donc bien évidemment, on a la Constitution, la loi, après on a les circulaires, les notes administratives, mais par contre pour un agent de police, sinon l'administration, ce qui fait foi sont plutôt les notes administratives d'une manière générale et les circulaires. Donc il faut bien comprendre la logique du pays. C'est un vrai challenge. Effectivement, je dis souvent ça, c'est que quand on vient, on s'installe dans un pays, et il est hyper important d'être accompagné parce que le regard que nous on porte sur des thématiques ou sur des problématiques, il n'est pas du tout celui du terrain. Et effectivement, vous venez encore de le dire, sur des réalités que seules des personnes qui connaissent de façon profonde, j'allais dire, le terrain peuvent nous aiguiller. Merci en tout cas pour ces éléments de réponse. On va revenir un petit peu sur votre sur parcours ou bien le rôle de l'avocat dans l'écosystème tunisien. Je me permets de poser une question un peu pas priée, mais comment vous êtes devenu avocat et pourquoi vous avez choisi ce domaine-là, du domaine des affaires? Être avocat en Tunisie, c'est un parcours de combattant. Alors, il faut avoir la licence en droit. Avant, on avait une maîtrise, mais là, c'est le régime LMD. Après, on a le choix. Mais de toute manière, pour mon cas, j'ai eu une licence en droit. Après, c'était un master en droit des affaires. Ainsi, donc, ensuite, j'ai passé l'examen du barreau tunisien. C'est pas un examen comme en France, c'est un concours. Oui, on peut avoir de très très bonnes notes, mais après on n'est pas retenu. Donc oui, voilà. Donc on a 50 candidats retenus pour le concours des titulaires des diplômes nationaux du master, sinon 150 pour les licenciés. Et donc là, d'un point de vue académique, mais pourquoi je suis devenu avocat? Initialement, je voulais pas être avocat. Je voulais être. Il y a souvent comme ça des modifications de parcours. Exact. J'ai intégré la fac de droit, j'ai rejoint la fac de droit pour être politologue. Politologue, ok. Oui, d'ailleurs, après, j'ai eu un diplôme en sciences politiques, en politique publique. Là, je continue à exercer aujourd'hui, même pour certains dossiers. Je travaille en tant que consultant en politique publique, mais après, j'étais comme tout étudiant qui intègre une fac de droit. Donc, et pour lui, au niveau de la perception générale, être avocat, c'est plaider. C'est les palais de justice, c'est les cours d'appel et tout. Défendre les causes. Exactement, porter la robe d'avocat et tout, plaider, etc. Mais durant mes 2 premières années à la fac de droit, ça ne m'a pas vraiment fasciné, ça ne m'a pas vraiment impressionné. J'ai fait mes stages au tribunal de première instance. C'était au Gabon en plus, c'était la région de Nabeul, c'était à Grambélia. Ça ne m'a pas vraiment attiré. Et à un certain moment, j'étais plutôt, après avoir eu ma licence, j'étais plutôt attiré par le droit des affaires. Donc je voulais être au carrefour, à mi-chemin entre l'économie d'une manière générale, le développement, puisque là, c'est plutôt mon côté je dirais pas de politologue, un amateur, donc une personne qui est assez intéressée par les sciences politiques, la politique d'une manière générale, et juriste, donc je suis un technicien de droit de toute manière. Et là, j'étais intéressé par le développement économique, la croissance économique d'une manière générale, et je voyais les avocats qui pratiquent, avec tous mes respects, de toute manière, c'est sans mes confrères. Là, de toute manière, j'ai toujours des dossiers en contentieux parce que parfois on ne réussit pas en tant qu'avocat en matière de prévention de risque, mais on est obligé, on est amené à intenter des actions en justice et tout. Mais je voulais intervenir en matière de prévention, en matière de conseil stratégique, en matière de structuration du projet. Et voilà,
C'était ma vocation. Non, de C'était s'installer en amont des exactement, tribunaux. exactement. Je me voyais plutôt en tant qu'architecte du projet, en tant que stratège, plus qu'un simple technicien, plus qu'un intervenant en aval qui va juste défendre les intérêts de l'entreprise, les intérêts des personnes au niveau des tribunaux, quoi. Et justement, vous avez évoqué ce rôle qui est important. Et comment il se structure, le rôle de l'avocat d'affaires pour un entrepreneur ici en Tunisie? Enfin, sur le conseil, sur l'accompagnement, à quel moment ça débute, jusqu'où ça va? La palette doit être large, j'imagine, hein, Oui, mais j'imagine que ça commence au début d'un projet, même en amont, absolument, de absolument, l'idée absolument. peut-être. Oui, absolument. Dès la phase d'idéation, d'une manière générale, on a besoin, en Tunisie, on ne peut monter notre propre projet sans l'accompagnement, sans l'appui d'un avocat, d'un professionnel. Je dirais d'une manière générale, d'un professionnel, un avocat, un expert comptable, conseiller fiscal, peu importe la nature ou bien le mandat, ou bien la vocation. Et d'une manière à titre personnel, bien, un avocat d'affaires en Tunisie, tout d'abord, il se définit en tant qu'architecte du projet. Donc, dès les préparatifs, voilà, dès la phase d'idéation, on examine la faisabilité du projet. Il y a parfois des projets qui sont pas réglementés en France, qui sont pas réglementés aux US, mais en Tunisie, ils sont réglementés. Il y a un monopole de l'État. Parfois, il faut faire le matching entre la législation fiscale française, européenne et la législation tunisienne. Il y a des aspects qui sont méconnus en France, comme la résidence de change, la fameuse réglementation tunisienne d'échange, car le dinar tunisien, c'est pas une monnaie convertible. Et la majeure partie de notre travail porte sur l'adaptation du projet en question lorsqu'il s'agit d'un projet international avec la réglementation tunisienne d'échange. Parfois aussi, on assure le rôle de traducteur entre le jargon, bien le langage économique opérationnel et le langage juridique administratif, hein, ce qui compte. Un avocat, il a sa manière, il a l'aptitude technique pour lire et pour interpréter un Bien sûr. texte juridique. En plus, ce qui compte, c'est pas une simple interprétation juridique, mais c'est plutôt la connaissance et la maîtrise du background, bien de la manière avec laquelle on procède entre les Ouais. différentes C'est-à-dire administrations. comment elle s'inscrit concrètement dans le terrain, Absolument, c'est ça qui est absolument, important. absolument, absolument. C'est au niveau de l'implémentation. Également, on intervient en tant que pédagogue. Là, par exemple, hier, j'avais une consultation en visio avec un jeune entrepreneur. Il avait un projet assez ambitieux, mais il fallait l'introduire à l'écosystème juridique et fiscal tunisien. On est dans un pays où 55% de l'économie elle est en informel, donc on n'a pas. 55%. Oui, même plus, hein, C'est même énorme, plus, c'est des même gros plus, chiffres, même hein. plus, même Ça, plus. c'est des Donc, chiffres qui nous remontent. Ouais. exact, exact. Et donc, on est confronté à des risques comme le blanchiment d'argent. Ok. Donc, parfois, on tombe sur des projets qui financent indirectement la contrefaçon, le blanchiment d'argent. Donc, il faut faire très attention. En plus, la Tunisie, à un certain moment, elle était inscrite jusqu'à 2019. Je pense que c'était entre 2017 et 2019. Elle était inscrite sur la liste noire et grise de l'Union européenne, du GAFI, du groupe Lutte d'action contre financière internationale. Ok. Et donc, on a renforcé notre arsenal juridique national pour lutter contre tous ces flux financiers illicites. Il faut faire très attention, notamment quand il Quoi, mais s'agit. c'est des flux, enfin, c'est des flux internes ou c'est Il de y a des l'argent qui flux, vient de il y a des flux, l'extérieur? il y a des flux, il y a des flux internationaux qui viennent de l'étranger, des flux internes, D'accord. hein. Parfois, il y a ceux qui cherchent à blanchir leur argent, hein. Ok, ok. Donc, il y a tellement de flux financiers en dehors je dirais pas en dehors du système, en dehors de Parce la que le sphère chiffre de 55%, voire Oui. plus, pour moi, il me questionne, il m'interroge. Enfin, c'est une grosse part quand même de l'économie qui vous dites, sort des circuits officiels, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, la théorie économique, elle est incapable face à la situation tunisienne, car toutes les analyses, toutes les évaluations, notamment des institutions de Bretton Woods, et le FMI, la World Bank, ont prédit la chute de l'économie tunisienne depuis 2021, 2020 vers 2019. Donc, l'économie tunisienne elle a eu plusieurs coups, le Covid-19, donc l'instabilité politique en 2011-2021. Mais après, l'économie tunisienne a montré une certaine Résilience, résilience. c'est ce que je lis aussi. Je me suis demandé pourquoi cette résilience, d'où émane cette résilience. Mais je dirais en partie, ça provient de cette économie informelle. Ok. Donc la théorie économique d'une manière générale, elle est incapable d'analyser Complètement. l'économie informelle.
Et donc, je dirais que notre résilience en tant qu'économie tunisienne provient de cette économie informelle. Donc, l'État tunisien ne maîtrise que la moitié de l'économie nationale. D'accord. Non, c'est des informations de regard d'experts qui nous éclairent sur la situation du pays. Mais c'est important à entendre, c'est important à connaître pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, de se dire, OK, je sais dans quoi je mets les pieds entre guillemets, je sais dans quel écosystème je m'intègre, voilà, j'en connais la portée et j'essaie au mieux de structurer avec, avec des conseils mon installation ici en Tunisie. Euh, et du coup, quand on a parlé de ces différences, pour vous, ce serait quoi euh, la plus grosse différence ou la manière dont le métier peut être diffère entre un avocat d'affaires ici en Tunisie et dans le reste, pas déjà dans le reste du monde, en Europe? Je sais que vous avez des activités en Algérie, vous avez des Oui, activités en France, vous avez des activités ici en Tunisie. oui. Si vous pouvez nous faire un petit brief de ce que comment vous le vivez ou de ce que vous percevez aussi. Oui, je dirais en France, mais en Europe, d'une manière générale, tout est prévisible, tout est schématisé. Bah, il suffit juste de consulter une plateforme comme service public, on aura toutes les informations. On n'a pas vraiment besoin d'une consultation juridique donc auprès d'un avocat en France, bon, excepté les domaines qui sont plus ou moins compliqués. Mais en Tunisie, en France aussi, on a une panoplie d'acteurs comme les legal tech, alors qu'en Tunisie, on n'a pas vraiment de legal tech, puisque l'avocat a le monopole du conseil juridique selon la réglementation professionnelle. Donc en France, c'est plus facile, je dirais pas, c'est plus facile de mettre en œuvre le projet, mais c'est plus facile de monter le projet, de se renseigner sur les différentes réglementations applicables. Par contre, en Tunisie, non. On opère dans un écosystème avec plusieurs aléas, donc des aléas administratifs, des aléas financiers et des aléas politiques à un certain moment. Hein. Donc à un certain moment, on n'arrivait pas à se projeter, notamment avant Mais 2020. vous m'aviez dit 2 lois de finances par an déjà, rien que Exactement. d'intégrer ça, de comprendre ça entre un conseil qu'on donne et 6 mois plus tard, c'est encore modifié. C'est compliqué d'avancer sereinement, quoi. Exactement. En plus, donc en France, généralement, il suffit juste bon, je dirais pas il suffit, mais en tant acteur économique, bien, opérateur économique, quand on s'adresse à une administration, bien, un ministère, il nous répond d'une manière générale. Notamment, on parle essentiellement des ministères économiques. Par contre, en Tunisie, non, d'une manière, il faut être bien accompagné sur le plan fiscal, sur le plan juridique. Il faut choisir, bien, il faut être accompagné par l'avocat spécialisé. Hein. Donc, parce que oui, de manière en Tunisie, c'est pas comme en France. En France, il y a des avocats spécialisés. On a un avocat IP, IT, des avocats en matière, un avocat fiscaliste, un avocat pénaliste et tout. Mais en Tunisie, c'est le full service. Okay. Ah, il n'y a pas de spécificité Oui, mais d'une manière générale, en tant qu'avocat, parfois, oui. Moi, j'ai commencé en droit de l'énergie. Après, là, je pratique essentiellement en droit financier, en droit des sociétés. Mais après, on m'en consulte pour le droit social. Oui, okay, voilà, donc je fais l'IPIT également. Mais après, parfois, par exemple, puisqu'on a le régime LMD en Tunisie, donc il faut choisir soit le droit privé, sinon le droit public. Moi, j'ai jamais fait du droit fiscal à l'université. Hein, donc, j'ai juste quelques modules en fiscalité incitative. Mais là, je suis amené à rédiger des mémos et des requêtes au ministère des Finances. Parfois, je suis même donc, il y a 6 mois, j'étais même amené à accompagner le ministère des Finances. J'avais un client, et il est dans une activité qui est réglementée. Elle est toute neuve, l'activité en Tunisie. Et on a constaté au moment de l'évaluation, on a constaté qu'il y avait un vide juridique au niveau de la législation fiscale. Donc là, le monsieur, bientôt, son projet sera opérationnel. Par contre, on n'a pas de vide fiscal. Donc on était obligé de mener des concertations avec le ministère des Finances. Exact. Tout d'abord, pour comprendre d'où vient ce vide juridique. Et après, je ne sais pas si notre projet a été retenu, mais on était amené à rédiger une proposition d'article à intégrer au niveau de la loi de finances. Parfois, si on constate des anomalies au niveau de quelques réglementations, de quelques lois, parfois on constate des contradictions entre les textes. Hein. Quoique ils sont approuvés au niveau de la présidence du gouvernement, au conseil des ministres. Parfois, il y a des textes qui proviennent directement des députés sur initiative législative. Ils sont votés au niveau du Parlement. Et il m'arrive souvent de mener un travail en amont pour coordonner entre les différents. Parfois, je suis même amené à coordonner entre les différents départements administratifs en tant qu'avocat parce qu'ils ne communiquent pas parfois entre eux. Hein. C'est un vrai travail de fourmi. Hein. Oui. C'est un travail d'essayer de dépoussiérer, de comprendre, de mettre démystifier, en relation, de démystifier pour avoir une information qui soit claire et lisible, en tout cas, au moins pour le porteur de projet. Quoi. Ça, c'est important pour lui. Absolument. Hein. C'est hyper important pour lui. Ok, bon, merci pour ces éléments. Si on regarde un petit peu la réalité du terrain tunisien,
de façon spécifique. Et si je prends, parce que moi je discute de façon quasi quotidienne avec des Tunisiens résidents à l'étranger qui ont pour projet de venir ici en Tunisie. Vous qui les côtoyez peut-être, c'est quoi les écueils auxquels eux ne prêtent pas attention, auxquels ils font pas attention? Ils viennent peut-être avec soit de la méconnaissance terrain ou bien ils idéalisent certains points. Qu'est-ce que vous percevez? Tout d'abord, identifier, là au niveau de la phase d'identification, s'il y a du mapping, il faut bien identifier les associés, les partenaires. Donc, il faut bien faire le mapping. Donc, d'une manière générale, oui, ça commence très bien. Donc, c'est comme un mariage, hein. Le partenariat, Ouais, ça commence exactement très bien. On Après, dit souvent ça aussi, c'est que voilà. la création de société ou bien même l'association de façon générale, c'est même, je veux dire, pire qu'un mariage. On se voit beaucoup plus fréquemment et Des la enjeux durée de financiers, il y société, a les des enjeux enjeux, financiers même pour sont plus mariage, il y a des importants enjeux financiers, mais là, les aussi, enjeux bien sûr. financiers, ils sont plus importants et d'une manière générale, il faut bien se renseigner sur les associés, sur les partenaires. Après, il faut donc après le mapping des différents intervenants en tant que partenaire, en tant qu'associé. Après, il faut faire le mapping des interlocuteurs, les différents intervenants, hein. Là, par exemple, on est dans, je sais pas, dans quel secteur, dans un secteur touristique ou bien dans le secteur de la formation. Il faut identifier les différentes agences impliquées, compétentes. Il faut bien se renseigner. Il ne faut pas se précipiter pour lancer directement le projet. Parce qu'on a tendance toujours, oui, très bien. Donc c'est assez simple. C'est pas une activité réglementée. Directement, on se lance dans la constitution de la société. Ça vient en dernier. Ok. Donc, il faut bien monter le projet au niveau de la stratégie d'investissement. Il faut consulter les spécialistes, les avocats, les conseillers fiscaux, sinon les experts comptables, pour bien monter le projet. Chacun de nous a sa propre vocation. Un avocat, il y a des avocats fiscalistes, ils ne sont pas nombreux, mais l'avocat, c'est plutôt pour les aspects administratifs, les aspects juridiques. On a besoin d'un conseiller fiscal pour le montage fiscal du projet, surtout quand il s'agit d'un projet qui implique plusieurs juridictions, il y a des flux internationaux et tout. Il faut bien comprendre la réglementation tunisienne d'échange d'une manière générale. Ça fait plusieurs fois que vous soulevez ça. Si on en fait deux mots là, enfin deux mots, même un peu plus, qu'est-ce qu'elle a de, je sais pas, de problématique ou de singulière cette réglementation d'échange tunisienne? Qu'est-ce qu'elle implique concrètement? On a un système bancaire, si j'ose dire, déconnecté du système bancaire international. Donc, en Tunisie, on n'a pas de carte bancaire internationale, excepté quelques catégories. Par exemple, on a ce qu'on appelle les PPR, ce sont les consultants, les avocats, etc., qui ont une activité à l'international, donc ils ont droit à des cartes bancaires internationales, mais d'une manière générale, les Tunisiens, disons, le commandement de mortel, n'ont pas accès aux moyens de paiement à l'étranger. Donc, on a un système bancaire déconnecté pour protéger c'est une sorte d'artifice, c'est une sorte de solution qui a été trouvée, qui a été conçue par le législateur tunisien en 1975. Ça date des années 70. Hein. Okay. Ça reflétait la vision du législateur tunisien durant les années 70. Donc, pour protéger la monnaie nationale. Bon, parfois, il y a ceux qui expliquent qui disent que le dinar tunisien, il est assez stable en tant que monnaie. D'ailleurs, dernièrement, la ministre des Finances, elle a dit que la monnaie nationale, le dinar tunisien, c'est la monnaie la plus résiliente en Afrique. Mais parfois, ça s'explique, selon quelques experts, par notre réglementation tunisienne d'échange. Et donc, ça protège nos flux financiers et monétaires nationaux. Mais d'une manière générale, ça bloque. Ah oui. Oui, ça bloque. Pour toute transaction internationale, il faut demander des autorisations au niveau de la banque centrale, au niveau de la banque. Là, parfois, il y a des réglementations qui octroient certains avantages, comme le Startup Act de 2018. Donc là, par exemple, on a prévu la carte technologique internationale pour assurer des paiements à l'international, à l'étranger. Les cryptoactifs en Tunisie ils sont pas reconnus. Ils sont interdits en Tunisie. Ils sont interdits. Oui, oui. De manière, on peut pas acheter du Bitcoin ici en Tunisie? Oui, sinon on peut pas acheter. Sinon, enfin, légalement, je veux dire. Hein. Oui, légalement, on peut pas en avoir. Sinon, on risque des déclarations de soupçons au niveau de l'ACTAF, c'est la cellule du renseignement financier, elle est au niveau de la Banque centrale. On risque même des gels de comptes bancaires, des poursuites judiciaires. Ah oui, il faut faire attention, il faut bien se renseigner. Donc, on a une. D'accord, ok, c'est ce qui est permis, pas permis, c'est-à-dire, ouais, okay. Oui, on a une réglementation financière et monétaire assez rigide, d'accord. Et qui date d'une autre époque.
Mais je vois aussi beaucoup de TRE qui s'installent ici en Tunisie, qui ont peut-être des activités en France et en Tunisie. Et il y a souvent cette difficulté, soit de ramener de l'argent, soit de sortir de l'argent. Enfin, c'est vraiment un peu le parcours du combattant. Là, il y a récemment, je ne sais pas de quand il date, mais il y a un compte qui a été fait. Je ne sais pas si c'est récent, un compte en double devise qui permet Oui. d'alléger un petit peu, c'est-à-dire de faire rentrer et de faire sortir sur les comptes d'un même nom. Bon, ça, c'est facilitateur. Tous les un petit avantages peu. pour les non-résidents en Tunisie. Effectivement, mais ça, c'est spécifique que pour les non-résidents. Effectivement, Absolument. le Tunisien Absolument. lambda, j'allais dire, qui dans le pays, lui, il ne peut pas payer sur Internet. Il ne peut pas payer sur Internet, on c'est procède fou. par compensation. Ce sont des mécanismes peu conventionnels. Hein, donc, c'est de la compensation. C'est-à-dire par compensation. Compensation, Comment ça par se passe? exemple, j'ai besoin d'un service en France pour acheter deux, trois articles sur Internet. Mhm. Voilà, donc je ne peux pas payer sur Internet. Donc, je vous donne de l'argent ici en Tunisie, en dinars tunisiens, et vous me payez. Vous payez en France avec de l'euro. Et sinon, de toute manière, je vous donne de l'argent quand vous serez de retour ici en Tunisie pour Ouais, passer bien les sûr. vacances, par exemple, Ouais, en tant que complètement. terreau. Donc, ce sont des mécanismes assez traditionnels qui ne s'alignent pas vraiment sur la réglementation tunisienne. Donc, disons, d'une manière générale, en tant qu'avocat, on passe la majeure partie de notre temps à traiter des questions de change. Et d'une manière générale, on soulève des irrégularités. D'accord. Oui, en Tunisie, on n'a pas que la résidence fiscale, on a la résidence de change. J'ai eu affaire à des contrôleurs fiscaux en France. Ils avaient des entreprises tunisiennes détenues par des entreprises françaises. Ils n'arrivaient pas à comprendre la Comment ça notion se de passe? change. Ouais, complètement. Et donc, Et c'est une spécificité tunisienne ou je sais pas si vous, spécificité des vous pays par du exemple, qui Maghreb. bossez en Des pays du Algérie Maghreb. aussi ou qui avez un regard aussi Des pays du africain, Maghreb. des pays du Maghreb de façon générale. Un Donc, espèce de protectionnisme un petit peu? exactement, c'est un protectionnisme monétaire. Donc la Tunisie, disons, en termes de flexibilité et de souplesse, se positionne entre l'Algérie et le Maroc. Donc l'Algérie, c'est le pays le plus renfermé en matière de change. Le Maroc, il a introduit quelques assouplissements, notamment avec la création de l'office d'échange et tout. La Tunisie, elle se positionne entre ces deux juridictions. Mais même au Maroc, j'ai eu un client en France il a fait appel à un investisseur marocain et voilà, donc après, le projet en question, il a échoué à cause des autorisations marocaines. Donc voilà, légalement, je sais pas, donc il y avait 3 semaines pour débloquer de l'argent du Maroc vers la France, mais c'était soumis à L'autorisation de la banque exactement, centrale. exactement. Donc Vous voilà. savez, on est tout le temps dépendant d'un organisme tiers pour Absolument. essayer d'avancer. C'est très limitateur en termes de Parfois il freins. abuse, hein, parfois il abuse la banque. Je dirais pas la banque centrale, mais en fonction du stock de devises Ouais, c'est disponible, ça. le C'est nombre de jours exactement ça. d'importation, disons, c'est un indicateur assez important pour C'est quoi cet indicateur? le nombre de jours de devises pour l'importation. Ok. Donc généralement, quand l'État, la situation économique, elle est plus ou moins stable, donc c'est en deçà de 100 jours d'importation. Quand c'est moins de 100 jours d'importation, donc l'État tunisien, bien la Banque centrale, elle essaie de freiner les flux de conversion du dinar tunisien vers les devises étrangères. D'accord. Pareil au Maroc, pareil en Algérie. Ces derniers temps, l'Algérie, elle a des problèmes en matière de devises étrangères, puisqu'il y a eu une chute des prix des carburants et voilà, du pétrole et du gaz. Donc là, l'État algérien, il a freiné les flux d'importation. Il a besoin de la devise. Voilà, il a besoin du dollar, il a besoin de Bien l'euro. sûr, il a Pareil au besoin de devises Maroc. Donc étrangères. en fait, c'est soumis à la libre discrétion de l'administration d'une manière générale. Il faut faire face à tous ces aléas. Et il y a aucun moyen enfin, de bosser en Tunisie en dehors de la devise. Enfin, on ne peut pas exercer une activité économique tunisienne avec une autre devise. On est obligé de passer par du dinar. Et, Oui, absolument, de toute manière. il y a- On n'est pas au Liban, on n'est pas en Équateur. Mais je suis en Équateur. Ils ont reconnu les cryptoactifs. Mais en Tunisie, voilà, donc, il faut travailler avec du dinar tunisien. Même les prix doivent être affichés en dinar tunisien. Et, parfois, il y a des pays où l'euro bien le dollar, ils sont reconnus comme au Liban. Ouais, le Liban, effectivement. C'était avant le crash de 2019. Ouais, Mais là, c'est compliqué. Maintenant, en Tunisie, c'est obligatoire. Et d'une manière générale, il faut faire attention aux aspects de change, faire les déclarations. Il y a des délais aussi à respecter. Il y a ceux parfois qui perdent leur statut de non-résident en Tunisie, même pour des étrangers. Même pour des étrangers, oui. C'est-à-dire? Oui, par exemple, une personne de nationalité française qui voilà, bien, il a la double nationalité. Il est résident en Tunisie depuis plus que 2 ans. En termes de pour la résidence de change, il est résident en Tunisie. D'accord. Donc, tous ses comptes bancaires en France, il doit les déclarer.
Tunisie. Oui, absolument. Ok, Avec une obligation de rapatriement parfois. d'accord. Oui. C'est quoi cette notion on parle pas que Résidence de change. résidence de change? Parce qu'en fait, c'est pas une résidence fiscale. Non, c'est pas une résidence C'est-à-dire, fiscale. ni moi, ni ma société de Smith, c'est une résidence de change. À quoi ça correspond concrètement? Qu'on puisse comprendre, parce que c'est des notions qui sont nouvelles Oui. pour quelqu'un qui vient de l'étranger. Oui, donc la résidence de change elle nous permet en tant que praticien, en tant qu'intervenant, de définir votre statut. Donc, est-ce que si vous êtes résident, bien non résident en Tunisie, si vous êtes résident en Tunisie, donc vous avez un ensemble d'obligations et de règles à respecter. Donc, vous n'avez pas droit à des comptes en devises, des comptes des comptes en dinars convertibles, sauf exception. Tout dépend de l'activité économique que vous êtes en train de mener. Quand vous êtes non résident, voilà, donc quand vous importez de la devise de la France vers la Tunisie, après vous avez droit, par exemple, du reliquat, par exemple, vous avez la réexportation, etc. Ouais. Donc, toutes les règles applicables en matière de change en Tunisie dépendent de votre statut. Si vous êtes résident, bien non résident, et bien évidemment, au niveau du transit, donc, quand vous sortez de l'aéroport en Tunisie, juste après avoir posé le cachet des PAF, juste après, on a le contrôle douanier. D'accord. C'est à ce moment-là qu'on vérifie votre statut, si vous êtes résident, bien non résident en Tunisie. Donc, il faut faire attention au niveau des applis aussi, des applis, des comptes bancaires, bien, des solutions bancaires internationales étrangères. Si vous êtes résident en Tunisie, vous n'avez pas droit à ces solutions monétaires, à ces solutions bancaires. Donc, il faut faire très attention. Juste pour une question qui me vient comme ça, pour un Tunisien résident à l'étranger, enfin, il est tunisien, il est franco-tunisien, on va dire ça comme ça. Oui. Il décide de revenir ici en Tunisie. Au bout de combien de temps s'applique la résidence tunisienne pour lui? Je sais pas, ou est-ce qu'il reste toujours, s'il reste plus de, je sais pas combien de temps sur le territoire tunisien, ce qui est de facto, ça s'applique à lui ou bien... Dans l'état actuel des choses, donc on évalue sa situation, son état de résidence selon les 2 dernières années, selon le nombre de jours, de 6 jours en Tunisie. Ok. 180, moins 280, Ouais, c'est ce que etc. j'entends aussi. Après, il y a eu un projet de réforme qui a été publié il y a 2 ans, qui n'a pas été encore voté, voire discuté au niveau du Parlement, pour réduire cette durée. Pour diminuer la résidence. Exactement. C'est un avantage pour les TRE, pour les binationaux d'une manière générale, mais là, c'est évalué sur les 2 dernières années. D'accord. Ouais, donc, il faut vraiment faire Il attention. faut faire attention. Bien calculer Exactement. ses dates d'entrée, ses dates de sortie, et vraiment faire attention parce qu'il y a Je pense des que même l'une des plateformes de la douane, elle propose des simulateurs, sinon des solutions de calcul pour définir votre statut. Merci beaucoup. On a digressé, mais pas du tout. Ça nous permet vraiment de mettre en évidence un certain nombre de questions. Je reviens sur la création de société ici en Tunisie. C'est quoi le plus grand mythe sur la création de société en Tunisie et les risques qui sont invisibles, si j'ose dire, quand on vient pour ouvrir une boîte ici en Tunisie? D'accord. Donc, au niveau des risques, je dirais que la rédaction des statuts est l'un des plus grands risques. Il faut faire attention dès le début. Le choix de la forme sociale de la société. D'une manière générale aussi, il faut que le capital social soit proportionnel. Là, c'est un choix à faire sur le plan opérationnel économique. Ce n'est pas un choix juridique. Mais d'une manière générale, ceux qui optent pour une activité basique, créer des sociétés avec un capital minimum, donc c'est à 1000 dinars, puisque la SARL en Tunisie, elle est à 1000 dinars pour le capital social. Mais d'une manière générale, il faut que le capital social soit cohérent. Oui, il soit cohérent avec l'activité. Donc, on ne peut pas mener une activité industrielle avec une société de... C'est pas fiable. Bien sûr. Ce n'est pas fiable. Mais également, il faut... Quand il y a plusieurs associés, bien quand l'activité elle est assez importante et conséquente, il faut bien négocier, rédiger le pacte d'associés. C'est un document qui complète les statuts. Donc il y a plusieurs clauses. Donc tout d'abord il y a le règlement des litiges. Donc, comment on va réglementer, organiser les litiges, comment on va résoudre les litiges entre les associés, voire les actionnaires. Sinon, il y a les clauses de bad lever, good lever, etc. Il y a parfois des clauses qui définissent les blocs de majoritaires, qui attribuent certains avantages aux majoritaires, au détriment des minoritaires, bien évidemment. Il y a également l'étude de faisabilité juridique du projet. Le montage fiscal du projet. Parfois, on a droit à des avantages fiscaux dans des zones de développement régional. Il faut bien choisir le lieu de domiciliation du projet. Il faut définir les interlocuteurs, bien lire
bien lire les cahiers de charges, se faire accompagner par un avocat ou bien par un expert quand il s'agit de domaines ayant trait aux aspects technologiques. C'est très important en fait. Hein, oui, donc, faire attention à la contrefaçon, comprendre la législation nationale en matière de... Là, par exemple, récemment, j'ai eu affaire à plusieurs dossiers qui impliquaient des sociétés qui géraient des plateformes électroniques qui sont hébergées à l'étranger. D'accord. Oui, donc c'est une violation du droit tunisien, car c'est un transfert, c'est un transfert de données personnelles des Tunisiens vers l'étranger qui est soumis à une autorisation préalable de notre CNIL. Donc en France, on a la CNIL, en Tunisie, on a l'IMPDP, quoique elle est en suspens actuellement. Donc on ne sait pas comment faire. Par exemple, c'est l'une des contraintes qu'on a en tant qu'avocat en Tunisie. On a une législation tunisienne, c'est la loi 2004-63, c'est la loi tunisienne de protection de données personnelles qui impose certaines autorisations en matière de données personnelles. Tout d'abord, on a une déclaration en matière de données personnelles. Si j'ai un site web ou une plateforme électronique qui traite des données personnelles ou bien qui reçoit des flux comme de données d'informations comme les numéros d'identité nationale, des photos et tout, donc ça relève donc c'est qualifié comme de données personnelles. On a besoin une déclaration auprès de l'instance compétente. Également, si le projet en question implique des données personnelles de santé, on a besoin d'une autorisation. Des mineurs, on a besoin d'autorisation. Des transferts à l'étranger, vers l'étranger, on a besoin d'autorisation. Quoique actuellement, l'instance en question, elle a été suspendue. Là, elle n'a plus de locaux. D'accord. En tant qu'avocat, Comment ça se passe concrètement? je sais pas, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Même hier, j'avais cette question. Donc l'un de mes clients m'a posé la question. Ma réponse a été simple. On prépare le dossier. Le jour où on va nous contrôler, donc voilà, on a notre politique de confidentialité, on a tout préparé, on a les déclarations, on a les CGU, les conditions générales d'utilisation, mais on n'a pas d'interlocuteur. Mais par contre, il faut se protéger. Par contre, quand on est impliqué dans des projets internationaux, en matière de conformité, quand on s'associe par exemple à une multinationale qui est implantée, qui est installée en France, prenons l'exemple français, bien sinon allemand, il y a le règlement général, donc le RGPD, donc le règlement général de protection de données qui impose certaines règles. Il y a la convention 108 du Conseil de l'Europe qui porte sur la protection de données personnelles. Et là, dans le cadre de ces partenariats, donc les équipes juridiques de ces multinationales imposent un audit des données personnelles. Nous, en Tunisie, on n'a pas d'interlocuteur, on ne peut pas se conformer à cette réglementation internationale puisqu'on n'a pas d'interlocuteur à l'échelle nationale. Donc, vous voyez, ça bloque certains projets. Alors que la Tunisie, aujourd'hui, elle se présente comme un hub technologique pour les projets innovants. Donc, voilà, d'une manière générale. Donc, c'est toujours un travail qui se fait en amont avec voilà, le montage fiscal aussi. Ça demande beaucoup de résilience, en fait. Hein. Oui, oui. C'est un vrai travail de fourmi d'aller chercher l'information, de connaître l'interlocuteur et s'il est présent, effectivement, absolument. Il de faut préparer même les contrôles a posteriori, la prévention aussi. La prévention, effectivement, c'est un rôle hyper important. Il faut bien schématiser le projet en Tunisie. Un vrai challenge. Un vrai challenge, oui, c'est un vrai challenge, mais après, ça reste une très très bonne plateforme Tunisie. Tout à l'heure, on va parler des atouts de la Tunisie, mais bon, sur le plan réglementaire, il y a toujours des risques. Il faut bien se préparer à ces risques. Il faut anticiper, il faut faire de la prévention. Sinon, également, donc pour les risques, pour les écueils, il y a certains entrepreneurs qui confondent leur responsabilité en tant que personne physique avec la responsabilité de la société. Par contre, quand ils se mettent en SARL, responsabilité limitée, ils pensent que voilà, ils risquent rien, mais il y a des tout faire avec la société. Exactement, ils confondent leur argent personnel avec l'argent de la société. Donc il faut faire attention à l'utilisation de la carte bancaire de la société et tout, les comptes professionnels et tout. Même s'il s'agit d'une SUAR, donc c'est une société unipersonnelle, il faut faire attention. Les commissaires aux comptes, ils ont certaines obligations en matière de conformité, donc parfois ils doivent vous signaler donc au parquet. Donc il faut faire attention, il faut bien lire, comprendre l'abus de biens sociaux. Exactement, l'abus des biens sociaux. Donc c'est sans les crimes ou bien sans les crimes et les délits tels que définis par le droit pénal des affaires au niveau du code des sociétés commerciales en Tunisie. Ça c'est très fréquent, c'est au-delà de la Tunisie. En France, on entend souvent les mêmes histoires, c'est-à-dire que j'utilise mon compte pro, je fais ça avec ma carte professionnelle, et en fait, il y a une espèce de mixage un peu bizarre qui se fait entre les droits de la société et ses droits à lui pris en tant que personne. Mais c'est hyper important de scinder vraiment et de comprendre que la société, en tant que personne morale, effectivement, elle porte une responsabilité et on n'est pas la société.
et même si on en est président ou gérant, et que notre personne physique, elle est complètement distincte de celle-ci, et de ne pas mélanger les genres. En tout cas, c'est toujours un conseil qui permet d'avancer sereinement. Absolument. Et aussi, il faut bien négocier les contrats avec la banque. C'est un vrai challenge en Tunisie, hein. Généralement, Ouais. oui, donc, ce sont des contrats d'adhésion. La banque, elle négocie, elle impose les conditions. Donc, il faut bien négocier les conventions, sinon les accords avec la banque. Il faut bien négocier les contrats de partenariat. Ça coûte cher je sais pas, des comptes pour des sociétés ici en Tunisie. Non, non, ça coûte pas très cher, mais au niveau, tout dépend de l'activité. Au niveau tout dépend du volume financier, Ouais, du c'est volume ça. de la société. Parfois, on doit s'adresser pas à une simple agence bancaire, mais on doit s'adresser à un centre d'affaires. Tout dépend de la banque. Chaque banque a sa propre structuration. Donc, il faut bien négocier la partie commerciale. Ok. Donc, voilà. Et sinon, au niveau des partenaires et les fournisseurs, il faut bien négocier les contrats, rédiger surtout des contrats. Parce qu'en Tunisie, oui, généralement, on a tendance avec les commerçants et les partenaires, on procède par des bandes de commandes. Voilà. Mais sinon, au moment du contentieux, mais au moment de litige, en tant qu'avocat, je demande, oui, donc donnez-moi les contrats. Je ne trouve pas de contrat. Donc je dois mener tout un travail de fourmi pour établir la preuve. Et sinon, pour prouver la relation commerciale. Donc on n'a pas tendance à. On n'a pas cette tradition en Tunisie, on n'a pas cette De réflexion. contractualiser Exactement, de les contractualiser transactions. les transactions commerciales, économiques en Tunisie. Et donc, il faut mettre les process aussi, parce que la société, sinon le projet, c'est un ensemble de process. Et chaque process correspond à l'ensemble de documents juridiques. Euh, Quand il s'agit d'une activité technologique aussi, il y a des audits obligatoires. Il y a des process à mettre en place. Donc voilà, il faut faire attention. C'est tout un travail qui se fait en amont. Et est-ce que dire les commerçants ou bien les personnes avec qui on va on, on fait des transactions, ils perçoivent pas ça comme étant un frein, un ralentissement ou bien une problématique, ou est-ce que c'est assez facile de les convaincre de dire bon, finalement nous on va procéder comme ça, ou bien des fois ils peuvent, à part si on arrive en situation forte économique, mais même pas nous considérer comme clients quoi, des C'est fois. perçu comme une sorte de manque de confiance. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'ils ont l'habitude de procéder sans contrat, c'est juste Ouais. l'échange de factures. Et récemment, j'ai eu plusieurs dossiers où le prestataire en question n'a pas signé le contrat, juste trouvé des factures. Mais il avait un engagement d'exclusivité et de non-concurrence au niveau du contrat qu'il n'a pas signé. Donc le contrat n'a pas été contre-signé, n'a pas été enregistré au niveau de la recette des finances. Donc il n'est pas entré en vigueur, En vigueur, ouais. juste trouvé des factures. Donc on n'a pas pu Prouver, l'attaquer. Oui, exactement, on n'a pas pu attaquer on n'a pas pu attaquer en justice et voilà, ça a été perçu comme un manque de confiance et le client n'a pas voulu mettre la pression sur le ouais, bien prestataire en sûr, question pour ne pas perdre le projet. complètement. Donc voilà, c'est une question de process. Mais d'une manière générale, ce que je recommande, c'est demander tout d'abord des contrats, demander peut-être des propositions de contrats du fournisseur, sinon du client, bien du prestataire, et généralement de leur dire que c'est la recommandation de mon avocat. Ok. Voilà. C'est l'avocat qui le demande, sinon c'est l'expert comptable qui le demande, tout simplement. Ouais, ou de l'intégrer lui dans la contractualisation, quoi, qu'il ne se sente pas effectivement dépossédé de la confiance qu'il a vis-à-vis de son client. Ouais, tout ça, c'est des tips, j'allais dire, que seul vous, maître du terrain, pouvez connaître ou comprendre. C'est-à-dire que ce qui est difficile, je trouve, c'est que quelqu'un qui a vécu ou grandi à l'étranger ou bien qui a des repères autres que ce Tunisien, euh, de se dire, bah, finalement, je vais me déformater et réintégrer un logiciel, S'adapter, je dirais exactement, s'adapter. réintégrer un logiciel qui est adapté au modèle tunisien. Et ça met quand même beaucoup de responsabilités sur les épaules de l'avocat ou du conseil. Il y a aussi cette information qui me remonte aussi sur comment choisir, vers qui je me tourne, entre l'avocat fiscaliste, l'avocat d'affaires, l'expert comptable, le comptable, la juriste. Enfin, c'est un peu, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Oui, il faut être bien entouré, il faut bien mener notre due deal avant d'intégrer le marché tunisien, avant de s'installer en Tunisie. Généralement, bon, de toute manière, pour les avocats, il y a une liste. Pour les étrangers du management général, il y a une liste d'avocats qui est recommandée par les ambassades. Sinon, voilà, il faut demander. Il faut Ouais. demander des recommandations à des avocats qui sont installés en France, en Allemagne, tout dépend. Voilà, chaque client il a ses propres canaux de communication.
Également, pareil pour les experts comptables aussi, il faut faire attention pour les inscriptions. Il faut être méfiant concernant les conseillers juridiques. Ils n'ont pas de responsabilité professionnelle. Ouais, c'est ce que je veux dire. Entre toutes ces personnes-là, comment se répartit la responsabilité? Oui, donc un avocat, de toute manière, il n'est pas compétent en matière de conseil comptable. L'avocat, il est compétent en matière de conseil juridique. Mhm. L'expert comptable, il n'est pas compétent en matière de conseil juridique. Quoique plusieurs, Il y a généralement, souvent ce mélange des genres entre l'expert comptable, exactement. l'avocat. Généralement, je suis confronté à des dossiers où l'expert comptable donne du conseil juridique. Il n'est pas responsable sur le plan professionnel, car ce n'est pas son mandat Bien sûr. principal. Le conseil fiscal, c'est donc l'expert comptable, c'est pour faire le bilan, c'est pour intervenir en tant que commissaire aux comptes. Car en Tunisie, on ne fait pas la distinction. On ne distingue pas le commissaire aux comptes de l'expert comptable. Ok. Alors qu'en Ils sont Tunisie, de facto. exactement, de facto, de toute manière. Donc, l'expert comptable il peut être désigné comme nommé comme commissaire aux comptes d'une société. Le conseil fiscal pour vous accompagner en matière de contrôle fiscal, ou bien pour le travail en amont, pour les déclarations fiscales et tout. Même moi, en tant qu'avocat, donc je suis pas compétent en matière de comptabilité, de fiscalité. Hein. Peut-être je suis compétent en matière de contentieux fiscal. J'ai pas mal de confrères qui font le contentieux fiscal, mais en matière d'accompagnement fiscal, non. Je suis incapable car je n'ai pas la formation. Et donc, voilà. C'est tout un travail qui se fait. Donc, c'est toujours avec le mapping. C'est toujours avec le mapping, faire un très très bon mapping. Mais sinon, l'avocat, de toute manière, je parle de ma profession. L'avocat, il a toujours une responsabilité professionnelle. Il y a des aspects, il y a des aspects pour lesquels il a une obligation de résultat. Et comme un médecin, il y a des aspects où il n'a qu'une obligation de moyens. Par exemple, hier, j'étais consulté par un client et son projet impliquait une plateforme qui pourrait faire intervenir des personnes qui ne sont pas patentées, qui n'ont pas d'immatriculation fiscale en Tunisie. Et là, elle portait un risque fiscal pour sa société. Donc, oui, il m'a demandé un Une conseil. société tunisienne, il va implanter une société tunisienne qui Exactement. fait intervenir d'autres personnes. Ok. Des Des personnes non immatriculées en Tunisie. immatriculées en Tunisie, car les freelanceurs d'une manière générale en Tunisie, ils sont pas immatriculés. Et on vient de lancer le statut auto-entrepreneur en Tunisie pour formaliser l'informel, pour attirer les freelanceurs et les personnes qui sont dans l'informel pour s'inscrire et voilà, pour avoir un statut qui leur permet d'opérer, mener leur activité dans l'égalité. Et donc, il m'a demandé un conseil d'ordre économique, d'ordre opérationnel. Donc, voilà, c'était des calculs à faire. Je lui ai dit, oui, bon, c'est une solution assez intelligente, mais en tant qu'avocat, j'ai l'obligation de vous avertir. Vous êtes confronté, vous risquez des contrôles fiscaux, vous risquez des pénalités, vous risquez des amendes, etc. Parce que je dois l'avertir. Sinon, le jour où il sera attaqué, le jour où il va subir un contrôle fiscal, il peut m'attaquer si un email ou bien Un défaut de conseil. Exactement. Bon. Merci pour ces éléments. D'où l'obligation d'avoir aussi une réassurance professionnelle pour un avocat. Ah oui, les RCP professionnels. Pour me protéger aussi. Complètement. Elles sont obligatoires. C'est obligatoire de toute façon. Oui. Je pense, hein. Okay. Donc on a vu un peu les réalités, les angles morts. On va essayer de parler plutôt des opportunités maintenant sur le marché tunisien. Donc au-delà des erreurs et des écueils, de par sa position géographique aussi, la Tunisie, ça peut être une porte d'entrée vers l'Afrique. Ce serait quoi les avantages que vous visibilisez, sur le fait d'immatriculer, ou en tout cas d'avoir une société ici en Tunisie? On peut prendre le cas dans différents secteurs, mais comment vous le percevez, vous? La Tunisie, c'est un pays où on a moins de pression fiscale que la France. Ça, c'est effectivement. Je me permets de faire c'est une phrase importante, c'est-à-dire que donc moi, je viens de France, je m'installe ici en Tunisie, et très souvent, on me pose la question, mais attends, mais est-ce que tu es venu pour des raisons fiscales? Moi, j'exerce pas du tout la même activité ici en Tunisie qu'en France, mais c'est pas un échappatoire fiscal. Moi, c'est plutôt pour des raisons ça vous personnelles. permet d'optimiser de toute manière. L'optimisation fiscale n'est pas interdite. Non, l'évasion fiscale, elle est interdite. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que c'est des règles de droit qu'on s'approprie et qu'on travaille avec pour nous permettre effectivement d'optimiser. Et ça se fait même aussi en France. Mais il y a toute une partie des Tunisiens résidant à l'étranger qui veulent aussi venir en Tunisie pour cet allègement fiscal, pour essayer de moins subir ce que la France est en train de faire à sa population, savoir... La loi de finances, elle a été rejetée hier. C'est exactement ça. On parle de la France, bien sûr. Une pression qui est énorme, mais dans les classements internationaux, elle se retrouve très souvent
sur le podium des pays. L'OCDE, donc la France est le pays le Exactement, plus c'est fiscalisé le au pays niveau le plus fiscalisé au niveau de la complètement. zone OCDE. La Tunisie, c'est le pays où on a plus de pression fiscale en Afrique. En Afrique, ok. En Afrique, oui, la moyenne c'est 35% en Tunisie. C'est moins qu'en France. Après, tout dépendra Ouais. des barèmes, de la nature d'activité, des chiffres et tout. Donc, c'est un pays, je dirais pas on paye moins d'impôts, mais au moins, donc, on est moins taxé que l'Europe d'une manière générale. Mais après, indépendamment des aspects fiscaux, je dirais la Tunisie, c'est une très très bonne plateforme logistique, hein. On est à 1 heure de Rome, 2 heures de Paris. Il y a aussi il y a une proximité culturelle, puisque les Tunisiens, avant d'être africains, ils sont méditerranéens, donc ils ont cette culture, cet ancrage dans la Méditerranée d'une manière générale. Donc on sent pas vraiment une grande différence, un grand décalage entre un Marseillais, un Niçois et un Tunisois, je dirais, ou bien un Bézertin, peu importe. Tout dépendra de la gens, de toute manière. Je considère que toute la Tunisie, c'est un pays côtier, en fait, d'une manière générale. Et la Tunisie aussi, c'est un pays qui est très très bien doté en matière de ressources humaines, en matière d'expertise. On a une main-d'œuvre qualifiée. Très Tous les qualifié, ingénieurs bien tunisiens sûr. qu'on voit en Europe, les médecins tunisiens, Quand, les quand- financiers. quand on se balade à Paris et qu'on voit un Tunisien, soit il fait de l'IT, soit il est médecin. De toute manière, toutes les Généralement, plateformes, les plateformes françaises, elles sont développées par des Tunisiens, bon, des complètement. Algériens, des Marocains, mais généralement, donc, de toute manière, je croise souvent des Tunisiens qui ont monté des projets, des plateformes en France. Après, la question que vous l'avez posée, pourquoi les Tunisiens, pourquoi l'autorité tunisienne n'utilise pas ses compétences pour Vivre bien son propre concrétiser pays, la bien digitalisation. sûr. Après, c'est une question de moyens financiers, hein, car la digitalisation, elle coûte de l'argent, en fait. Bien sûr, ça coûte. Voilà, donc, également, je dirais que la Tunisie, c'est un pays, voilà, oui, c'est vrai, c'est un pays instable sur le plan fiscal. Si on compare la Tunisie, il y a des juridictions, bien des pays européens, nord-américains, mais disons, c'est un pays assez stable sur le plan fiscal, institutionnel et politique, et assez prévisible sur le plan législatif, comparé à d'autres pays d'Afrique subsaharienne, de la zone d'une manière générale, même des pays en Asie. C'est un pays aussi où on peut défendre nos intérêts en justice. Donc, on a une justice assez indépendante en matière économique. On ne va pas se balader dans les aspects politiques. Ouais. Donc, je dirais aussi, d'autre manière, avec pas mal d'avantages sur le plan fiscal, avec des chaînes d'approvisionnement qui sont installées au fil des années, avec un grand savoir-faire technologique, avec des hubs technologiques, avec des plateformes logistiques, des aéroports un peu. Donc, de manière, je considère que la Tunisie, elle est bien dotée en matière de port, en matière d'aéroports. Donc, après, avec toutes les autoroutes qu'on est en train de mettre en place en Tunisie. Donc, ça reste Non, c'est vrai qu'on voit que le domaine de l'infrastructure est en train de monter depuis un certain nombre d'années. Vous avez parlé de stabilité, d'attractivité. Si vous deviez nous donner comme ça des orientations ou des secteurs d'opportunité, qu'est-ce que vous percevez, même si on sort un peu de votre champ spécialisé, mais vous qui côtoyez le terrain sur des opportunités ici en Tunisie, quel secteur, ou bien quelle tendance, ou bien peut-être à moyen terme, hein, pas forcément tout de suite, mais comment vous voyez comme ça l'avenir? Je dirais, vu la structuration de l'économie tunisienne, je dirais que l'IT, c'est un secteur assez prometteur en Tunisie. Donc, c'est un secteur qui a du potentiel en Tunisie. Le tourisme et l'écotourisme, hein, et c'est un secteur qui a du potentiel en Tunisie. L'industrie également, l'industrie de technologie, donc l'industrie avancée, donc je ne sais pas comment la qualifier d'un point de vue technique, mais en Tunisie, on a pas mal de parcs aéronautiques. Donc en Tunisie aussi, on a un très très bon potentiel pour l'industrie automobile, pas le montage c'est pas pour le montage des des chaînes véhicules d'assemblage, exactement, ouais. c'est pas au niveau de l'assemblage, mais c'est plutôt au niveau des pièces de rechange et tout, des composantes électriques de la voiture d'une manière générale. Donc je dirais la Tunisie, elle a du potentiel. Il faut juste bien identifier le potentiel. L'agriculture, l'agritech aussi, hein. Et ça, c'est un domaine qui est Oui, porteur. J'entends beaucoup parler de ça, l'agritech, hein. on parle souvent de l'agritech en Tunisie. Donc Là, c'est le domaine des olives, et c'est vrai que je vois plusieurs boîtes essayer de réfléchir ou trouver des solutions qui soient oui, donc on a de innovantes l'IA autour de cette appliquée à thématique. l'agriculture en Bien sûr, Tunisie. bien sûr. Donc, je connais plusieurs boîtes tunisiennes qui appliquent des solutions d'IA sur l'agriculture. Voilà, donc de toute manière, on peut appliquer l'IT sur plusieurs domaines, non, en Tunisie, sur l'industrie, sur l'agriculture, sur le tourisme et tout. Donc, voilà. Ok. Et ce serait quoi vos conseils à une personne qui, ici en 2025, proche de 2026, décide de s'installer en Tunisie, ou bien décide d'y créer une boîte, ou bien d'y créer une succursale? Ce serait quoi
vos conseils, s'ils vont citer 3 par exemple, ou je ne vais pas vous limiter. Premier conseil, lire la loi de finances 2026. Ouais, effectivement. C'est Pas primordial. ça. Ouais, bien sûr. C'est primordial et en plus attendre peut-être la publication des notes communes pour l'application et l'interprétation de cette loi. Être accompagné par les bons professionnels et doit être donc quand il s'agit d'avocats, d'experts comptables, de conseils fiscaux, doivent être spécialisés dans le domaine d'activité. Hein. Il y a des avocats qui pratiquent le droit du tourisme, le droit agraire, l'industrie automobile, la fiscalité immobilière, peu importe le secteur. Donc il faut être bien accompagné. Faire le mapping, bien identifier les interlocuteurs, bien choisir notre associé et bien choisir aussi la région où on va s'installer. Ça dépend. Là, je fais un cas spécifique au TRE parce qu'on a vu où il y avait des zones en redynamisation dans lesquelles effectivement, on avait certains avantages. Absolument. Comparativement à d'autres. Si on s'installe à Tunis, c'est la même chose qui s'installe dans la périphérie du CAF, dans laquelle les avantages vont être différents sur des droits douaniers, sur des impositions, absolument, sur des avantages qui sont spécifiques ici au TRE. C'est un échange qui était dense, qui était intéressant, qui nous permet justement de la nuance sur un domaine qui peut nous paraître complexe ou bien qu'il faut dépoussiérer. En tout cas, ce que j'en retiens à titre personnel, c'est que l'accompagnement il est primordial, que ce soit de l'idéation jusqu'à la mise en place. Il faut absolument avoir une personne qui puisse avoir un regard tunisien sur ces thématiques-là et ne pas hésiter à consulter les professionnels. Maître Mokrani, merci. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Ici, on est sur le podcast The Jebs. On essaie ensemble chaque semaine d'inviter des experts pour nous raconter, pour partager leur expérience autour d'un certain nombre de thématiques. Ici, on a vu la thématique de l'entrepreneuriat, de l'investissement ici en Tunisie. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager vos retours parce que ce carnet de bord, on le construit ensemble. Ce n'est pas seulement le mien, mais on essaie d'avancer ensemble. Merci beaucoup. Ça fait un réel plaisir et il y a des notions qui sont hyper importantes sur les notions de vigilance, ou en tout cas de faire attention, ça c'est primordial parce qu'on vient souvent avec de l'espoir, de l'ambition, plein de rêves plein les yeux, mais ça peut malheureusement... Il faut faire du risk assessment, il faut faire du risk assessment et il faut bien faire, donc il faut bien consulter les bonnes personnes et voilà, c'est du risk assessment. Voilà, tout simplement. Il faut bien définir la chaîne de valeur et les process. Ça, c'est primordial. Merci en tout cas, Adam. Ça fait un réel plaisir. Merci. Hamza, tu t'es endormi ou t'es